Bonjour à tous et à toutes, bienvenue au premier entretien en Facebook direct de la Faculté des Arts et des Sciences. Je m'appelle Amandine Amon, je suis doctorante en communication à l'Université de Montréal. Et aujourd'hui, je reçois une politologue, Pascale Dufour, pour discuter des élections américaines. Parce que vous le savez, tout le monde en parle, les élections américaines auront lieu le 3 novembre et on attend avec impatience les résultats. Il va aussi y avoir le second débat des candidats tout bientôt, donc on va avoir droit à un second échange entre Trump et Biden. Alors si vous nous regardez en direct, n'hésitez pas à nous poser vos questions dans le chat et puis on va pouvoir essayer d'y répondre avec Pascale Dufour. Donc je suis en direct avec Pascale pendant 30 minutes aujourd'hui. Pascale Dufour est professeure au département de sciences politiques de l'Université de Montréal. Bonjour Pascale. Bonjour. J'espère que ça va bien. Oui, très bien, merci. Et vous-même? Et moi, ça va très bien, maintenant qu'on a réussi à se connecter. Pascale Dufour, donc merci évidemment de prendre le temps de discuter avec nous cet après-midi. Vous êtes directrice du collectif de recherche Action politique et démocratie et, corrigez-moi si je me trompe, vous vous intéressez à l'action collective et aux mouvements sociaux dans les démocraties représentatives. Est-ce que j'ai bien résumé ça? Tout à fait. Super. Alors, vous allez pouvoir nous éclairer sur la campagne américaine et sur l'état de la démocratie américaine peut-être, parce que jusqu'au printemps dernier, on avait l'impression que la cote de popularité du président semblait peu liée aux différents enjeux de politique réels. Avant de parler de l'élection qui aura lieu au mois de novembre, qu'est-ce que ça nous dit de l'état de la démocratie selon vous? Alors, je pense que peut-être pour commencer, il faudrait se souvenir d'il y a 4 ans, au moment de l'accession de Donald Trump à la présidence des États-Unis. Parce que peu de temps après son élection, on a vu un vaste mouvement de mobilisation organisé par des femmes qui portaient le bonnet rose. On a vu ça aussi dans les rues de Montréal. Donc, elles ont organisé des manifestations énormes pour protester contre l'élection de Trump et notamment les allégations d'agression sexuelle qui le concernaient. Agression dont il ne s'est pas défendu outre mesure d'ailleurs. On a eu la Donc, vague MeToo à peu près en même temps aussi. oui, tout à fait, tout Ouais. à fait. Donc, on voit qu'avec, je donnais un exemple, mais avec ces mobilisations, on voit que dès le départ, l'élection de Trump a été très fortement contestée et que cette contestation va marquer tout son mandat. Mmh. Même si sa cote de popularité va se maintenir, ses partisans vont effectivement rester ses partisans et je pense qu'ils le sont toujours aujourd'hui. Mais la démocratie américaine, elle va connaître plusieurs affronts qui peuvent être très problématiques sur le plan légal. Il y a plusieurs des normes démocratiques de base qui ont été remises en cause, où il a usurpé systématiquement son pouvoir par rapport aux scientifiques, par rapport aux administrateurs, comme dans le cas de l'environnement où il est passé par-dessus les agences fédérales, par rapport aux médias aussi, il a remis en cause énormément le quatrième Mmh. pouvoir aux États-Unis. Il a nommé des personnes de manière partisane à certains postes clés. Il en a licencié d'autres pour les mêmes raisons. Donc, c'est comme s'il s'était approprié le pouvoir exécutif de la présidence, comme s'il devenait propriétaire en fait de ce pouvoir-là et que ce pouvoir s'exerçait avec son unique et exclusif privilège. Donc, Est-ce qu'on peut parler de démocratie là, quand une fois qu'on a dit ça, ça fait un peu peur de dire ça comme ça. Est-ce qu'on peut encore parler d'une démocratie? alors moi, c'est plutôt une autocratie. Je pense qu'une démocratie au sens philosophique du terme. Mmh. Donc, dans la mesure où il se considérait comme propriétaire du pouvoir et non plus comme le représentant de l'ensemble des Américains, ce qui est la base de la démocratie, justement. C'est l'idée de la représentation de l'ensemble des intérêts généraux de la société. Euh, et, et, donc, oui, ça pose un problème et ça risque d'en poser un qui soit réélu et ou qu'il ne soit pas réélu, d'ailleurs. Oui, parce que en plus, depuis le début de la pandémie, la crise sanitaire, on a vu des mouvements,
prendre de l'ampleur aux États-Unis. On peut penser à Black Lives Matter, par exemple, hein, on en a tous entendu parler. On voit la montée des groupes d'extrême droite aussi, on voit une certaine montée de la violence. On entend des témoignages de citoyens américains qui craignent l'explosion de violence. J'ai même entendu parler de risques de guerre civile. Donc, quand on entend tout ça, qu'est-ce que ces mouvements sociaux pourraient avoir comme influence pour l'élection de 2020 et qu'est-ce qui va se passer en novembre si on regarde tout ce qui s'est passé dans les derniers mois? Euh, je- je- les politologues en général ne sont pas très bons dans la prédiction, donc même si actuellement on voit que son adversaire Biden semble largement en tête, il reste encore quelques jours, quelques dizaines de jours pour que les choses changent. Et la démocratie, c'est justement la démocratie, donc Mmh. euh, c'est difficile c'est toujours dangereux de faire des prédictions, même s'il y a des tendances qui peuvent nous donner des indications. Vous Mais c'est n'avez pas très... de boule de cristal, Non, 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 non. on est très mauvais sur les boules de cristal, mais fort heureusement, parce que sinon ça voudrait dire qu'on pourrait prédire toutes les actions humaines et ça serait problématique, je pense. On peut néanmoins réfléchir à ce qui s'est passé. On voit que Mmh. depuis mars 2020, il y a beaucoup d'enjeux qui ont fait apparition et irruption sur la place publique. Je pense que le premier élément, c'est vraiment la pandémie, la gestion de la Évidemment. pandémie par l'administration. Euh, Malheureusement, les États-Unis ont le palmarès de la mauvaise gestion si on définit la mauvaise gestion par le nombre de personnes qui sont décédées de la maladie de la COVID. Euh, et ça a un peu aussi vous faisiez mention de Black Lives Matter, c'est sûr que même si le mouvement en lui-même ne va pas avoir un effet direct sur l'élection, le fait qu'il y ait des protestations importantes à travers les États-Unis et aussi comment il a répondu à ces protestations en envoyant l'armée, en ayant une position qui faisait valoir la loi et l'ordre sans empathie aucune Mmh. pour les événements et pour les populations qui sont concernées. Donc, je pense que tout ça sont des enjeux la manière dont il les a gérés, ça montre en tout cas à peut-être des personnes plus indécises que le visage de l'autocratie, justement, risque d'être dangereuse pour les États-Unis. Donc ça, je pense que c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est que ça a eu comme effet, tous ces événements-là depuis le mois de mars, d'obliger, enfin, il n'était pas obligé de le faire, mais disons que ça l'a amené à se replier sur sa base électorale et Mmh. sur certaines positions. Donc, il n'a pas du tout élargi, au contraire, il a comme renforcé certains traits, on va dire, de, de son mandat et qui risque aussi de manquer finalement à la fin en termes de support auprès des populations, que ce soit les populations noires, que ce soit, on parle beaucoup du vote des femmes blanches, on parle également du vote de certaines régions spécifiques aux États-Unis, etc. Donc, je pense que, mettons que les événements des derniers mois n'ont pas aidé à élargir la base électorale qui aurait pu éventuellement conduire à un deuxième mandat. Je comprends. Mais quand on parle du vote et de l'accès au vote, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de problèmes d'accès au vote. Il y a des inégalités dans l'accès au vote des citoyens américains. Donc, par exemple, on pense à certains endroits aux États-Unis où on doit faire on voit des files d'attente interminables pour accéder au centre de vote, alors que dans d'autres, pas du tout de file d'attente. Certains parlent de discrimination organisée. Donc, est-ce que, en termes de standards démocratiques, ça, pour vous qui êtes spécialiste de l'action politique et de la démocratie, qu'est-ce que ça nous dit de l'état justement de la démocratie dont on parlait au début? Alors là, je pense qu'il faut. C'est pas seulement l'administration Trump qui pourrait être clouée au pilori sur l'aspect de l'accès au vote, hein. Je pense que c'est vraiment un problème structurel qui est connu depuis des décennies aux États-Unis, qui a exclu certaines populations du vote tout simplement.
bien avant son arrivée au pouvoir, que ce soit les communautés noires, que ce soit les communautés migrantes mexicaines, que ce soit certaines régions également avec des trafics sur le découpage électoral, etc. Donc, il y a vraiment il y a beaucoup d'études en sciences politiques justement qui le montrent comment il y a une organisation derrière l'inégalité d'accès au vote depuis très très longtemps aux États-Unis et ça pose un enjeu évidemment en termes de justice premièrement, mais aussi de qu'est-ce que ça veut dire finalement les résultats du vote, comment on peut les interpréter. Et puis, bon, après, les spécialistes ne sont pas tout à fait d'accord et ils peuvent avoir quelques différends sur cet élément-là, mais il y a quand même plusieurs recherches qui montrent que l'inégalité d'accès au vote favorise les républicains au détriment des démocrates. Parce que ce sont les populations les plus vulnérables ou les populations qui sont en bas de l'échelle sociale, on va dire, qui sont généralement les plus concernées, et en particulier les populations noires. Donc, mais ça, c'est intéressant parce que ça, c'est un défaut structurel de la démocratie américaine qui prédate complètement l'ère Trump. Ça n'a pas émergé dans les 4 dernières années. Donc, c'est important de mentionner aussi qu'il y a beaucoup d'enjeux qui ne dépendent pas du tout de Trump. J'allais vous poser la question de la démographie. On dit souvent que le vote aux États-Unis, on peut essayer de le prédire à partir des données démographiques. Donc, telle catégorie va voter pour tel candidat ou tel parti. J'ai une question dans le chat c'est une personne du public qui demande pourquoi certaines femmes ou certains citoyens noirs votent pour Trump. Ça peut sembler surprenant, en effet. Je répondrai par un autre exemple aussi, avant de revenir à celui-là. Il y a aussi un questionnement qui se fait sur pourquoi les pauvres votent à droite, aux États-Unis en particulier, mais pas seulement aux États-Unis. Donc, c'est un peu la même chose. Donc, comment un individu, un citoyen peut on a l'impression qu'il va voter contre ses propres intérêts parce que les politiques qui sont mis de l'avant par le parti qu'il soutient vont à l'encontre de ses intérêts sur le plan de la redistribution des richesses, par exemple, ou sur le plan de mise en place de mesures progressistes en faveur de l'inclusion dans le cas qui est donné ici. Mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Ça, c'est la façon, on va dire, académique de répondre à la question, mais c'est beaucoup plus complexe que ça parce que le pourquoi on soutient un candidat n'est pas forcément lié à la plateforme électorale. Donc, le rapport aux politiques, le rapport aux politiciens et aux politiciennes et pas seulement une question de coût-bénéfice et de je réfléchis à qu'est-ce que le parti a dit qu'il allait faire et donc je considère que c'est dans mon intérêt ou pas dans mon intérêt. C'est beaucoup plus complexe que ça. Et il y a aux États-Unis, mais aussi ailleurs dans le monde, des chercheurs en sociologie, en sciences politiques, qui cherchent à comprendre ce rapport complexe aux politiques en ne passant pas par des sondages d'opinion, mais en passant plus par des recherches où on fait de l'ethnographie, on passe du temps auprès, par exemple, des populations qui votent pour les républicains notamment ou pour le Tea Party. Il y a toute une série d'études qui sont sorties là-dessus. Et puis, on voit, enfin ça c'est par exemple, un des exemples que je pourrais donner, c'est que le résultat de ces recherches-là, plus ethnographiques au jour le jour, en passant du temps, c'est de dire, ben, finalement, les personnes on a l'impression qu'elles ne devraient pas voter pour le Parti républicain, votent pour le Parti républicain parce que elles sont un peu désespérées et elles se sentent délaissées par l'action de l'État. Et les démocrates, et on pourrait dire les social-démocrates à l'échelle planétaire, en fait, ont délaissé certaines catégories de la population en mettant en place des politiques qui allaient dans le sens d'un retrait de l'État et non pas d'une plus grande présence de l'État. Et donc, ils se sentent, c'est ça, complètement délaissés, complètement laissés à eux-mêmes. Et ils sont dans une
politique de ressentiment plutôt Mmh. que autre chose. Oui, on pense au sentiment de trahison, en fait, c'est un mot, utile en ce moment pour comprendre, ce qui se passe, le ressentiment. J'ai une autre question dans le chat et d'ailleurs j'invite le public à poser les questions. C'est l'occasion, vous avez une chercheuse qui est là, donc autant en profiter. J'ai une question d'un participant qui nous demande: «Les protestations, en fait, les mobilisations, vont-elles influencer positivement le vote des indécis?» Donc vous nous en parliez tout à l'heure, mais qu'est-ce que vous répondriez à cette question? Ouais, dans l'analyse des mouvements sociaux, on ne peut pas dire que les mobilisations en tant que telles, les contestations vont avoir une influence directe sur le vote. Euh, Parce que c'est comme deux univers. Oui, il y a des liens, bien évidemment. Là, les personnes qui se mobilisent sont aussi généralement des personnes qui votent. Mais, Mmh. et d'ailleurs, on parle de super citoyens, donc à la fois des citoyens qui votent, qui sont très présents dans l'arène électorale, mais aussi des citoyens qui sont très présents dans l'arène contestataire, justement. Euh, mais bon, ça concerne un petit nombre de personnes. Donc, si on veut se dire que euh, les autres qui ne se sont pas mobilisés vont être influencés par la contestation, ça ne va pas être direct, mais ça va être indirect. Et la manière dont moi je pourrais, mais encore là, il faudrait vraiment vérifier en faisant une étude empirique très sérieuse, mais la Mmh. manière dont je pourrais voir le lien entre les deux, c'est plus les effets directs que ça a eu sur la gouvernance de Trump. Donc, Comment ça? mais parce que la mise en place, enfin, les contestations ont amené le gouvernement en place à prendre un certain nombre de mesures, notamment des mesures très autoritaires, notamment le fait d'envoyer l'armée dans certaines villes aux États-Unis, des fois contre l'avis des municipalités, contre l'avis des maires qui disaient ne pas vouloir de ces forces de l'ordre supplémentaires et qui pouvaient très bien s'arranger tout seuls. Euh, donc, ça montrait un certain visage de la gouvernance. Et c'est ce visage-là qui pourrait avoir un impact sur le vote. Donc, c'est pour ça que je parle d'effets indirects. C'est pas vraiment je vois des mobilisations et je vais voter contre l'administration Trump. C'est je vois la réaction de l'administration Trump aux mobilisations et donc je vais éventuellement avoir un vote qui nous libère de l'autocratie. Donc c'est un effet quand même assez indirect, que, ce qu'on appelle les je retiens le mot, super citoyen, hein, c'est ça? Donc votent, qui utilisent leur pouvoir de citoyen pour voter, mais qui utilisent aussi leur pouvoir de discours, en fait, qui parlent, qui essayent de par la rhétorique, qui essayent d'influencer, les autres, leurs concitoyens. Il nous reste 5 minutes à discuter et j'aurais envie de vous poser une dernière question, peut-être plus large pour vous qui travaillez sur la démocratie. Le système démocratique américain, c'est quand même ou a cherché à s'exporter quand même un peu partout dans le monde. Il s'est posé comme modèle de démocratie, de système politique démocratique. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que c'est toujours un modèle ou est-ce que cet idéal-là est obsolète? Je pense qu'il faut faire la distinction entre le modèle philosophique, on va dire, qui existe derrière l'établissement de la démocratie aux États-Unis ou derrière l'établissement des démocraties libérales en Europe et leur incarnation dans des pays avec les soubresauts que ces pays peuvent connaître. Et c'est clair qu'en ce moment, on ne peut pas dire qu'aux États-Unis, il n'y a pas de soubresauts. C'est même peut-être plus que les soubresauts. Et donc, on peut toujours considérer le système démocratique libéral Mmh. comme un idéal pour certains individus, pour certaines sociétés. Après, on peut aussi être très critique de ce modèle-là et puis en valoriser d'autres. Je pense que peut-être qu'on est rendu là. Mais disons que le modèle en tant que tel continue à exister sur le plan philosophique. Mais peut-être il va davantage se détacher euh, de la puissance américaine imposée à travers le monde, justement. Donc, oui, c'est comme ça que je répondrai à cette question-là.
OK, je comprends. Et j'ai une autre question, mais là, c'est d'une participante dans le chat qui nous demande, et ça, c'est une question que beaucoup de gens se posent, je crois: «Est-ce que le vote des grands électeurs a plus, entre guillemets, «plus d'importance» que le vote, des citoyens?» Alors d'importance, est-ce qu'ils ont plus d'impact? Est-ce qu'ils sont plus importants? On pourrait redéfinir la question. On a vu que Trump, a gagné en 2016, l'élection grâce, aux grands électeurs. Donc, est-ce qu'ils ont plus d'importance que les citoyens? Mmh. Euh, c'est difficile de répondre à cette question parce qu'on pourrait répondre encore une fois de manière un peu mathématique, probablement en disant oui, c'est vrai que si les grands électeurs, si on a le nombre qu'il faut de grands électeurs, on est assuré indépendamment du soutien populaire. Euh, mais on peut répondre aussi à cette question un peu différemment en disant que la manière dont sont élus les grands électeurs dépend de l'action citoyenne. Et Mmh. de ce point de vue-là, mettre en balance en disant plus ou moins, j'ai un peu de difficulté à le faire parce que le registre d'action n'est pas le même, mais ça ne veut pas dire qu'il est moins important. Donc, je pense que le pouvoir citoyen existe, même si il ne se traduit pas directement dans le système électoral américain. Ouais. Je comprends, mais donc, là encore, on parle de pouvoir qui s'exprime indirectement. C'est intéressant Tout de à voir que fait. c'est Mais quand c'est même ma beaucoup plus déformation compliqué. professionnelle. Le politologue. Alors, c'est tout le temps qu'on avait, pour ce direct, ce premier direct, Facebook de la Faculté des Arts et des Sciences. Donc merci beaucoup, Pascale Dufault. Ça fait plaisir. Merci à vous. Merci aussi, aux gens qui ont posé des questions et aux gens qui ont juste regardé, la conversation. Je rappelle que Pascale Dufour est professeure au département de sciences politiques de l'Université de Montréal et directrice du collectif de recherche Action, politique et démocratie. D'ailleurs, si vous voulez jeter un coup d'œil, au collectif, on va, poser l'adresse, courriel, ou l'adresse du site internet, dans le chat. Vous pouvez aussi consulter le site internet du département de sciences politiques qu'on va mettre dans le chat aussi. Et puis, je rappelle qu'un second débat des candidats aura lieu tout bientôt et que on va voir s'il sera plus intéressant que le premier qui avait été un petit peu difficile à suivre. Beaucoup d'interruptions, beaucoup de désordre. Et alors, pour les gens qui aimeraient approfondir leur connaissance du sujet, parmi notre public, Pascale Dufour participera à un autre événement en ligne pour parler des élections américaines avec d'autres chercheurs de l'Université de Montréal. Donc, je vous conseille d'y jeter un coup d'œil. C'est un événement organisé par le Cerium sur Zoom cette fois. Ça aura lieu le 30 octobre à midi et il s'appelle Élections 2020, que veulent les Américains? Donc, vous pouvez trouver cet événement-là sur Facebook et ce sera une conférence Zoom. Donc, je vous remercie d'avoir suivi notre événement Facebook Direct. Merci pour votre participation active. Je vous invite à suivre notre programmation pour les prochains directs. Je vous retrouve pour le prochain entretien avec Catherine Mavrikakis, qui nous parlera de la littérature en temps de pandémie. Alors, bonne soirée à tous et puis à la prochaine. Bonsoir. Au revoir, Pascal.